stehen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Madame Klinkert. Enchanté. Merci à la presse qui nous a rejoints et le professeur Sibilia est en train de nous rejoindre également. Voilà, je vois que le professeur Sibilia vient de nous rejoindre. Merci beaucoup. Bonjour. Chers collègues, je suis vraiment très heureuse d'accueillir à présent le professeur Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, président du comité scientifique local. Merci de tout cœur, cher Jean, d'avoir répondu à mon invitation et d'avoir pris de votre temps précieux pour venir faire ici, devant les conseillers départementaux du Haut-Rhin, un point sur la situation sanitaire, les enjeux des prochaines semaines, les préconisations aussi, et aussi et surtout pour répondre à nos questions. Permettez-moi également de vous remercier pour votre engagement précieux localement dans la gestion de cette crise sanitaire inédite, et merci pour votre disponibilité lorsque j'ai eu à vous consulter sur certaines décisions ou mesures que nous avons mises en œuvre. En effet, tout au long des dernières semaines, vous nous avez accompagnés. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des collectivités alsaciennes face à l'inconnu et face à des choix importants. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons eu à travailler sur certains projets d'envergure internationale et ces projets d'envergure internationale, c'est ici, en Alsace, que vous les développez. Ainsi, vous avez été immédiatement disponible lorsque nous avons souhaité vous consulter durant cette crise, notamment concernant le dépistage dans les EHPAD et l'interprétation de ces dépistages. Vos éclairages ont été pour nous une véritable aide à l'appréhension de tous les enjeux et à la décision. J'ai aussi vu que dans un article du Monde paru hier, vous revenez sur l'engagement exemplaire et incroyable des personnels de santé, notamment des étudiants en santé mobilisés par l'épidémie, pour qui cette crise a pris la forme d'un véritable parcours initiatique dans l'adversité. Je veux vraiment profiter de votre présence pour leur rendre hommage, leur dire notre respect, notre reconnaissance, ainsi qu'à tous ceux comme vous qui les encadrez et les formez. Cette crise aura remis en lumière la vocation et l'engagement dans son acception la plus forte. L'action dans les hôpitaux, dans les EHPAD de ces jeunes et de l'ensemble des soignants m'évoque une belle phrase d'un grand Alsacien, c'est le prix Nobel Albert Schweitzer, qui disait que chacun s'efforce dans le milieu où il se trouve de témoigner à d'autres une véritable humanité. C'est de cela que dépend l'avenir du monde. Alors, je ne serai pas plus longue pour vous laisser le plus de temps possible. Nous avons convenu que vous nous feriez une présentation d'environ un quart d'heure, 20 minutes maximum, pour ensuite nous laisser entre 20 minutes et une demi-heure maximum pour un temps de questions-réponses. Monsieur le doyen, grand merci pour votre présence. À vous la parole. Merci beaucoup, Brigitte. Merci pour ces très, très gentils mots qui forcément qui me touchent, parce que dans ces moments extrêmement difficiles, on se serre les coudes et des relations pleines de bienveillance et pleines de respect mutuel, je crois qu'elles font du bien, elles atténuent un peu toutes les difficultés qu'on a tous ensemble. Et je pense que, comme vous l'avez dit, un des points qu'on souligne tous aujourd'hui, c'est cet engagement de tous au profit de nos citoyens, de notre Alsace et de notre pays. Et je pense que c'est la plus belle des choses qu'on a vues, on l'a tous observé. Et surtout chez vous, dans le Haut-Rhin, puisque vous avez été malheureusement, vous avez payé un lourd tribut en fait à cette épidémie, bien plus qu'ailleurs, et vous avez été absolument extraordinaire dans l'adversité. Et j'en profiterai, comme je le fais à chaque fois que je prends la parole, pour féliciter, remercier chaleureusement du fond du cœur, non seulement les soignants, évidemment, parce qu'ils ont été en première ligne, ceux de l'hôpital, et je le répète, et ça a été tellement difficile chez vous, dans le Haut-Rhin, à Mulhouse et à Colmar,
mais aussi tous ceux qui ont été sur le terrain. On les oublie peut-être un tout petit peu, mais je voulais témoigner et les remercier, les médecins généralistes qui ont vraiment été en grande difficulté, mais aussi les médecins spécialistes, parce que peut témoigner que certains ont fermé leur cabinet et ont demandé à venir aider à l'hôpital, ce qui est aussi un acte absolument incroyable. Donc vraiment tous ces soignants, que ce soit ceux de l'hôpital, soit de la ville, et puis tous les citoyens qui nous ont aidés. Il faut rappeler que, alors c'est parce que j'habite dans un village, mais voilà, ma boulangère, celui qui tient le commerce, etc., tous les gens qui ont participé à la vie citoyenne de tous les jours, ils sont autant, et je le dis sans aucune démagogie, ils sont autant héros de ce moment-là, parce qu'ils ont dû surmonter leurs peurs, surmonter leurs difficultés. Et finalement, moi, je suis un petit peu heureux pour mes troupes, mais gêné à 20 heures tous les soirs quand on nous applaudit, et parce que les soignants sont là. C'est juste ce qu'on doit faire, quoi. On n'est pas des héros, on est juste là parce que c'est notre place, notre métier. Et je suis heureux qu'on le reconnaisse, mais je ne veux pas qu'on dise qu'on est des héros, parce qu'on n'est pas plus des héros que les gens qui ont ramassé les poubelles, en fait. C'est courageux aussi, à chacun sa tâche. Et c'est sans aucune démagogie. Brigitte, voilà, vous me connaissez, et je peux vous dire que c'est vraiment très sincère. Et c'est le moment de resserrer les liens, et pas que entre les soignants et la population, mais au sein de toute notre population. Et je le répète, bravo et fierté à tous les Haut-Rhinois et les Alsaciens, parce qu'on a été très solidaires, et Strasbourg s'est beaucoup engagé auprès du Haut-Rhin pour vous aider, à la fois pour accueillir les malades en réanimation, pour soutenir toutes les actions qu'on a menées et qu'on continue à mener. Et je pense qu'il faut absolument, dans le monde, on aime bien dire dans le monde de demain, alors le monde de demain, il ne sera pas non plus idyllique, on ne reset pas simplement en tournant un bouton, le monde de demain, mais je pense qu'il ne sera quand même pas pareil. Il ne sera pas complètement transformé, mais on ne reviendra pas non plus à ce qu'on a vécu avant. Et tirons le meilleur, et on pourrait citer beaucoup de phrases. Et elle est magnifique, je ne la connaissais pas, celle d'Albert Schweitzer, mais merci Brigitte de me l'envoyer parce que je la répéterai. Mais essayons de garder le meilleur, et il y a beaucoup de choses à faire, à la fois sur le terrain, dans nos territoires, dans nos hôpitaux, dans notre système de santé, dans notre société, et même au-delà. Je suis très sensible à une dimension qui nous touche, nous, en Alsace, qui est la dimension européenne, très sensible à la solidarité de nos voisins qui nous ont quand même donné un sacré coup de pouce, mais j'allais dire quasiment à l'amical sur le terrain, et regretter peut-être que l'Europe de la santé, là, je suis en train de rédiger un texte, une tribune pour un grand journal sur l'Europe de la santé, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, et que donner un sens à l'Europe de la santé, c'est donner un sens peut-être à la solidarité européenne. Et juste dans cette fin d'introduction, vous dire que moi, je suis né dans les années 60 et j'ai jamais vécu de guerre, mais mes parents et mes grands-parents l'ont vécu, et j'aimerais transmettre ça à mes enfants. Et une Europe solidaire sur les piliers d'une Europe qui sont la santé, qui sont la protection des citoyens, et puis tout ce qu'on peut considérer comme des règles de vie ensemble, des règles sociales, qui sont la justice et l'éducation. Si on pouvait partager ça, ça donnerait peut-être un sens nouveau à une solidarité différente. Et nous, l'Alsace, on est au cœur du dispositif. C'est pour ça que je me permettais d'évoquer ce point qui me paraît extrêmement important. Donc, en conclusion de mon introduction générale, merci franchement aux Rhinois. Je l'ai dit à Mulhouse la semaine dernière, mais c'est vraiment merci pour votre combativité. Et puis, essayons maintenant de retrouver non pas une vie, on va en parler, une vie normale, parce qu'elle va être différente quelques mois. J'espère uniquement quelques mois et pas quelques années, mais on va essayer de s'adapter ensemble et de tirer le meilleur, et qu'il n'y ait pas de retour de manivelle, vous voyez, de règlement de compte, entre guillemets. On entend déjà par-ci, par-là, des comptes qu'il faut régler. Moi, je ne suis pas du tout partisan de régler des comptes. Il n'y a pas de compte à régler. Il y a avancer ensemble. On tire les leçons de ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait et de ce qu'on a mal fait. On ne règle pas de compte, mais on avance ensemble, et on donne un sens nouveau à notre vivre ensemble. Et surtout en Alsace, puisque on y tient, et si on est là ensemble, c'est parce qu'on a cette sensibilité-là et cette solidarité-là. Elle est nationale, on est français, mais on a cette solidarité alsacienne qui me paraît extrêmement, extrêmement importante. Voilà, Brigitte, quelques mots d'introduction pour évoquer avec vous, après 3 sujets essentiels pour essayer de faire le point sur la situation de l'épidémie Covid-19 actuelle, et puis pour répondre évidemment aux questions. La première question que vous vous posez tous certainement, et nous aussi, et tous les experts, c'est on sort du confinement,
nous passons dans une phase un peu intermédiaire, dite de déconfinement progressif, évidemment, selon la circulation du virus et la saturation du système de santé, qui sont les deux critères utilisés. Comment est-ce qu'on va vivre les prochains mois et quel est le risque de cette fameuse deuxième vague? Donc, vous dire qu'aujourd'hui, les modèles sont sur la table. Il y a eu plein de modélisations qui ont été faites sur la base de ce qu'on sait, c'est-à-dire la connaissance du virus, sa contagiosité, l'efficacité des mesures barrières qui cassent la transmission du virus, parce qu'on a pu les mesurer pendant les confinements en France et ailleurs. Donc, on a pas mal d'éléments aujourd'hui pour simuler ce qu'il se passera dans quelques semaines à quelques mois, mais évidemment, aucune certitude. Ça, c'est un premier point. Aucun modèle aujourd'hui ne permet raisonnablement de prédire ce qui va se passer. Et ça, c'est quand même un point important. C'est-à-dire que la science est là, et c'est un exemple pour essayer d'éclairer ce qu'on devra faire, d'éclairer les décisions des politiques. Et là aussi, j'en profite pour bien expliquer ce que je dis à chaque fois. Nous faisons partie des experts. Mon travail a été de fédérer un peu l'expertise parmi ma communauté universitaire, d'essayer de tirer cette expertise vers le haut, d'accumuler les connaissances pour essayer d'éclairer des décisions qui sont celles des politiques. Un expert ne décide pas, un expert essaye de donner, de dire tout ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas pour que les politiques puissent prendre les meilleures décisions possibles. En l'occurrence, tous les experts du monde, dans tous les pays du monde, ont essayé de faire des simulations. On l'a fait en France, ça a été fait très récemment par un article publié hier par l'Institut Pasteur, qui a donné des simulations de l'état de l'art et les simulations en France. Aujourd'hui, on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans les prochains mois. Néanmoins, ce qu'on sait sur l'expérience des virus respiratoires, comme la grippe ou d'autres virus respiratoires, on sait que généralement, ces virus respiratoires qui sont plus ou moins sensibles à la chaleur ou au froid. On appelle ça les virus froids, cold virus. Les virus froids sont des virus ces virus respiratoires, qui ont très souvent une deuxième phase ou plusieurs phases de ressurgescence à partir de l'automne, de l'hiver et l'année qui suit. Ça, c'est le modèle habituel. Donc, toutes les simulations et les calculs sont fondés sur ce qu'on sait de ce type de virus, qui n'est pas Covid-19, mais qui sont des virus comparables. Et à partir de là, on peut imaginer qu'il y aura effectivement des vagues petites ou grandes, et c'est toute la question, à l'automne, à l'hiver, voire avant, peut-être même au cours de l'été. Je ne vais pas vous décrire les modèles de simulation, mais vous dire que schématiquement, il y a des simulations optimistes et des simulations pessimistes. Et que, évidemment, ces simulations, elles sont conditionnées par 3 facteurs. Pour faire simple, le premier facteur, c'est le facteur directement lié au virus lui-même. Et ça, vous savez très bien que ce virus, on vient de le découvrir en début d'année. On ne le connaissait pas. Donc, la vie de ce virus, c'est-à-dire sa sensibilité à la chaleur, la vie de ce virus, c'est-à-dire sa capacité à muter, mais dans les deux sens. Ce type de virus, qui sont des virus qu'on appelle ARN, le petit code génétique à l'intérieur s'appelle l'ARN. Ces virus, ils peuvent muter dans mais ils peuvent muter dans un sens de l'aggravation ou de l'amélioration. Donc, on peut imaginer aussi des mutations qu'on appelle avec perte de virulence, c'est-à-dire des virus qui deviennent un virus qui deviendrait moins dangereux. Ça a déjà été observé. Donc, cette vie du virus, sa sensibilité à la chaleur, à l'humidité, à la saison chaude, entre guillemets, et sa sensibilité, sa variation par des mutations génétiques, on ne la connaît pas aujourd'hui. On a purement des spéculations, mais on ne la connaît pas. Ça, c'est quand même un facteur fondamental. Et concernant ce virus, on a un deuxième point majeur, c'est de savoir comment il va entraîner l'immunisation des populations. Cette immunisation des populations, vous savez qu'elle est assez modeste aujourd'hui, puisque les chiffres montrent qu'en France, c'est autour de 5% de la population qui a été en contact du virus, qu'ils aient fait ou non des symptômes, à peu près 5%. On peut estimer que dans le Grand Est, a fortiori dans le Haut-Rhin et en Alsace, on est probablement plutôt entre 10 et 15%, et on verra les chiffres un peu plus généraux quand les enquêtes générales sont faites. Donc on est très supérieur à la moyenne nationale, mais ça n'est quand même que 10 à 15% de la population qui a rencontré le virus. En d'autres termes, si c'est 10 à 15%, 90 à 85% ne l'a pas rencontré. Donc, ce qui fait donc que le virus pourrait recirculer dans cette population n'ayant jamais vu le virus. Et c'est ça qui expose en fait à ce risque de ressurgescence et deuxième vague, c'est qu'il y a encore un grand nombre de nos citoyens, nos concitoyens, qui n'ont pas rencontré malheureusement ce Covid-19. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce premier point, avec toutes les incertitudes de la biologie du virus et de la réponse des gens qui le rencontrent.
avec évidemment, pour compléter ce qu'on sait aujourd'hui, de nombreux travaux en cours, des travaux qui ont été menés par vous, Brigitte, dans le Haut-Rhin, pour essayer de mieux connaître de façon détaillée la séroprévalence, c'est-à-dire la présence d'anticorps chez nos citoyens, mais aussi comprendre comment ces anticorps de gens qui ont fait la maladie sont protecteurs durablement ou pas durablement. Donc, on a toute cette question, ces questions scientifiques, médicales et scientifiques qu'on est en train d'étudier, notamment à Strasbourg avec mon ami Samira Fafi-Kremer. On est en train d'étudier la réponse anticorps, la réponse immunitaire des sujets, essayer de la comprendre parce qu'elle permettra d'anticiper la suite et peut-être d'ailleurs de développer des stratégies thérapeutiques. Vous avez bien compris que si on comprend, on connaît mieux ce virus et on connaît mieux ses conséquences immunitaires, on pourra en tirer des conséquences thérapeutiques, c'est-à-dire des médicaments. Et on sait déjà qu'aujourd'hui, par exemple, traiter les patients avec du sérum de sujets convalescents permet d'améliorer des formes graves. Vous voyez, c'est un exemple qui montre que la connaissance du virus et de la réponse immunitaire peut nous aider et évidemment nous aidera pour la vaccination, ce qui me permet, j'en parlerai, de faire plus tard un petit focus sur la vaccination qui a fait couler beaucoup d'encre là depuis 48 heures. Ça, c'est la première variable. C'est la vie du virus, la biologie du virus et la réponse immunitaire qui l'induit. C'est une première variable hyper importante. On ne connaît pas tout de cette variable-là et elle est déterminante pour savoir comment vont se passer les prochaines semaines. La deuxième variable qui est fondamentale, et c'est peut-être celle qui est encore plus importante pour nous, pour les citoyens, c'est qu'aujourd'hui, dans l'État, en l'absence de vaccination, en l'absence de traitements antiviraux efficaces, déterminés de façon certaine, aujourd'hui, la seule réponse à l'épidémie, ce sont les mesures dites barrières. Ça, c'est fondamental. Il faut le rappeler. On a le comité scientifique a rédigé un texte que je vous enverrai, Brigitte, qui sera disponible, je pense, lundi, où on rappelle ce que je viens de vous dire sur la vie du virus et ce que je vais vous dire sur les mesures barrières. Elles sont fondamentales, je le répète, parce qu'elles sont la seule réponse efficace, démontrée efficace aujourd'hui contre cette épidémie. Ces mesures barrières, elles sont extrêmement simples. Et il y en a une qui est simplement mettre de la distance entre les individus, puisque ce virus, un virus est un petit parasite bien méchant qui ne vit, ce petit virus, que s'il se transmet d'un homme à un autre. Le virus ne vit pas plus de quelques heures ou quelques jours en dehors d'un organisme vivant. C'est-à-dire, effectivement, on peut avoir un peu de virus sur des surfaces inertes, sur des surfaces humides, même sur du papier, mais ça ne durera que quelques heures à quelques jours. En revanche, s'il se transmet d'homme à homme, il poursuit sa vie indéfiniment. Donc, on veut casser ce qu'on appelle la contagiosité entre les humains et on met de la distance, au moins 1 mètre, 1,50 m. Pourquoi ? Pour une raison simple, aujourd'hui qui est très claire, c'est que ce virus se transmet à la fois par voie respiratoire, par les petits postillons et ce qu'on projette. Les postillons d'un sujet infecté, si elles rejoignent le nez, la bouche ou les yeux, elles sont capables de transmettre le virus même à distance, dans une distance inférieure à 1 mètre, 1,50 m. Donc la première mesure, c'est garder une forme de distance. Alors je préfère le terme distance physique que distanciation sociale, que je trouve trop compliqué et pas très joli, mais il faut une distance physique de l'ordre d'1 mètre, un peu plus quand on court. Ça, c'est une chose intéressante qu'on a appris. Un jogger ou un coureur, à l'exercice physique, projette les particules un peu plus loin quand il respire très fort. Et ça, il faut le savoir, notamment dans le cadre de l'ouverture des parcs potentiels. Vous voyez, c'est un exemple appliqué aux mesures citoyennes et au développement de la phase de déconfinement. Si on ouvrait les parcs, il ne faudrait pas autoriser, par exemple, les joggers à passer au milieu de la population. C'est un exemple qui vous montre que la science qu'on a appris peut servir à la décision quotidienne, à la décision qu'on peut prendre pour nos citoyens. Donc, mesure barrière, la distance. Deuxième mesure très importante, c'est, et je la mets volontiers en deuxième point, c'est se laver les mains régulièrement. Clairement, on a aujourd'hui beaucoup d'arguments pour penser que la première contamination, ce n'est pas la projection de gouttelettes d'un sujet infecté à un autre, la projection de postillons sur les yeux, le nez, la bouche, mais c'est plus nos propres mains qui vont toucher des surfaces infectées par le virus et qui machinalement viennent se porter à notre nez, notre bouche et nos yeux. On peut estimer, mais c'est un chiffre qui est peut-être artificiel, mais que 80% des contaminations se font de façon manuportée. C'est vous allez toucher quelque chose qui est souillé par du virus que vous ne voyez pas, évidemment, qui peut être votre table, qui peut être un bouton d'ascenseur, qui peut être un banc, qui peut être quelque chose, tout ce qui est susceptible d'être souillé par du virus. Et puis vous allez porter instantanément et de façon inconsciente les mains au visage. On le fait tout le temps. Essayez de regarder. On est tout le temps en train de se toucher le nez, les yeux, etc. C'est machinal. L'homme est comme ça. Il se reconnaît lui-même probablement en touchant son visage.
Et ça, c'est très contaminant. Donc, il faut se laver les mains en permanence. Il faut acquérir une forme de réflexe qui est se dire, chaque fois que j'ai touché quelque chose qui est susceptible d'être infecté dans l'espace public, et je me lave les mains, je me mets du gel hydroalcoolique. Ça, c'est très, très important. Troisième mesure, on en a beaucoup, beaucoup parlé. C'est une mesure fondamentale dans l'espace public, c'est protéger les voies respiratoires par une barrière. Donc, c'est simple. Je pense qu'on a très mal expliqué le problème au départ parce que c'est un virus respiratoire. Et quand on est confronté à une épidémie de virus respiratoire, une des premières mesures, c'est de mettre une barrière sur les voies respiratoires. Donc, un masque. Un masque. Alors, le masque, il est utile dans toutes les conditions, à l'hôpital, en réanimation, mais aussi aujourd'hui, malheureusement peut-être, hein, mais dans la vie civile, hein, au quotidien, et a fortiori dans toutes les situations où les mesures simples de distance ne sont pas respectables tout le temps. Je pense à des choses très simples, là, le passage dans la rue, les commerces, peut-être demain, on verra dans les restaurants, c'est une vraie question, à chaque fois que le mètre 50 ne peut pas être respecté, il faut absolument mettre un masque parce que là, vous protégez vos voies respiratoires. Donc, ces trois mesures-là, la distance, le lavage des mains extrêmement régulier et le port d'un masque à chaque fois qu'il n'y a plus de respect des mesures barrières, c'est absolument fondamental. C'est la seule réponse aujourd'hui démontrée absolument efficace dans cette épidémie. La dernière mesure, mais je la mets à part, c'est très particulier, mais il faut le rappeler, c'est pas agréable, c'est évidemment le confinement de tout sujet infecté ou de tout sujet suspect d'être infecté. C'est vrai beaucoup aujourd'hui, si on veut casser les clusters, vous avez compris le terme, et la contagiosité, il faut absolument qu'on soit capable de dépister et d'isoler, évidemment, tous les sujets infectés, de leur permettre de guérir sans contaminer d'autres sujets. Ça, c'est vraiment important, et on l'a rappelé, il faut le rappeler, et il faut relayer dans une vision, et pour conclure sur ce deuxième point, dans une vision qui est extrêmement, en tout cas nous, c'est la recommandation qu'on donne, dans une vision extrêmement citoyenne, solidaire, généreuse et responsable. Je pense que c'est les mots-clés fondamentaux. On ne doit pas être dans une vision coercitive. Notre société n'est pas construite comme ça. Il y a des sociétés où c'est plus acceptable. Quand on voit la Corée, non pas du Nord, mais du Sud, même du Sud, je ne parle pas de la Corée du Nord, mais où il y a eu 0 malade, 0 infection, mais voilà, c'est un petit clin d'œil aussi à la chance qu'on a de vivre en démocratie avec un sens de la liberté et de l'information que beaucoup de pays n'ont pas au niveau où on l'a, mais même en Corée du Sud, le tracing, c'est-à-dire le suivi des malades, la coercition imposée dans des sociétés asiatiques n'est pas transposable aux nôtres. Donc nous, on doit agir sur les leviers qu'on connaît, c'est-à-dire, moi je crois profondément à ça, sur la responsabilisation individuelle et collective, en rappelant que quand on fait ça, quand on applique ces mesures barrières, on se protège soi, mais surtout on protège les autres. C'est ça qui est important. C'est comme la vaccination, hein. On oublie de le dire, je le regrette, mais la vaccination contre la grippe, ou j'espère un jour contre le coro, est un geste citoyen de générosité et de protection des autres. On protège les autres. Donc je crois qu'il faut agir, je le répète, responsabilisation, expliquer que c'est de la générosité, expliquer que c'est du civisme sanitaire qui est aujourd'hui indispensable. Et ça, il faut y mettre de la pédagogie. La recommandation j'ai faite à Strasbourg à plusieurs reprises, c'est accompagnons les citoyens pour leur expliquer qu'il faut faire ça pour eux et pour les autres, plutôt que de les verbaliser dans l'espace public ou dans les transports. C'est leur donner un masque et que ceux qui n'en ont pas, plutôt que de les punir, c'est leur expliquer, leur dire pourquoi il faut qu'ils en portent et leur en donner. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, ça c'est vraiment ce point 2 qui est majeur et que je me suis permis de détailler. Le point 3 qui est fondamental parce qu'on est dedans et vous y avez participé, Brigitte, en anticipant, et votre action dans les EHPAD, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, était remarquable. En fait, parce que vous avez pris les devants et qu'il est important d'agir notamment au profit des plus fragiles. Je pense que je vais vous expliquer ça. Donc, dans cette troisième partie, il faut maintenant qu'on va sortir du confinement, il va falloir qu'on accompagne le déconfinement pour éviter la deuxième vague, c'est-à-dire la contagiosité, et a fortiori, éviter la contagion de nos plus fragiles, pour une raison extrêmement simple. Et ça explique très bien la hiérarchie de ce qu'il faut qu'on mette en place. Parce que finalement, le problème de ce virus, il n'est pas de tuer un grand nombre de sujets. Vous avez vu les chiffres de mortalité. En fait, quand on prend les gens jeunes jusqu'à 59 ans, puisque la tranche, on peut considérer que jusqu'à 59 ans, on est encore assez jeune, jusqu'à 59 ans, le maximum de mortalité dans les tranches d'âge est 0,2%.
c'est peu au fond, hein. Par contre, là où ça devient extrêmement embêtant, c'est sur les populations au-delà de 60 ans et évidemment au-delà de 70, de 80, etc., où là, la mortalité est très, très, très importante. Or, on tient à nos anciens, qu'on aime beaucoup. C'est l'anniversaire de mon papa aujourd'hui qui a 86 ans. Vous voyez, donc c'est son anniversaire le 15 mai. Et voilà, on tient à nos parents, on tient à nos anciens. C'est évident, on les aime et on a envie de les garder le plus longtemps possible. Mais au-delà de ça, plus collectivement, le fait de préserver les populations les plus fragiles, c'est-à-dire celles qui deviennent malades, on va préserver le système de santé. Parce que notre problème, et ce qui a mené au confinement, ce n'est pas la gravité intrinsèque de ce virus, c'est le fait qu'il mène à l'hôpital et en réanimation un grand nombre de patients fragiles, c'est-à-dire des sujets âgés et des sujets plus jeunes atteints de diabète, d'hypertension, d'obésité, etc. Donc, il faut vraiment, si on est comment vous dire, cohérent dans la stratégie, il faut éviter, pour éviter un deuxième confinement, que je crois tout à fait possible, éviter de contaminer les populations les plus sensibles, c'est-à-dire celles qui sont le plus susceptibles d'aller à l'hôpital et en réanimation. Donc, nos sujets âgés dans les EHPAD, ceux qui vivent en collectivité, les sujets avec des comorbidités ou les sujets qui vivent en confinement en travail, dans des entreprises où on travaille dans des petits espaces, et évidemment nos soignants, hein, qui sont une des priorités dans le dispositif. Donc, je crois que les actions qu'on doit mener en complément du dispositif national, qui est quand même, on a beaucoup critiqué le gouvernement, les collectivités, de leur incapacité, mais quand vous regardez le dispositif qui a été mis en place aujourd'hui avec un nombre de détecteurs en ambulatoire, à l'hôpital, le centre 15, SOS médecins, les laboratoires de virologie, quand on voit le dispositif de détection tout azimut, hein, mis en place avec les médecins généralistes dans un système de coordination par l'assurance maladie, on a fait tout ça en 2 mois. Je suis dans le système de santé depuis 30 ans. C'est inimaginable pour nous qu'on ait réussi une organisation. Alors, on jugera de son efficacité, bien sûr, à distance, mais cette organisation, elle est quand même assez remarquable, au moins dans son arborisation. On verra son efficacité. Voilà, ne présumons pas des résultats, mais quand même, on a mis en place quelque chose de très important, impliquant évidemment les territoires, et ça me paraît fondamental. Il ne faut pas travailler qu'avec l'hôpital. Quand les malades arrivent à l'hôpital, c'est trop tard. C'est-à-dire que l'épidémie est déjà partie dans les territoires. Donc le travail aujourd'hui, il est fondamentalement à organiser avec les territoires, avec les médecins libéraux, les généralistes, les autres, avec les soignants, avec les structures médico-sociales, avec les hôpitaux de proximité, parce que c'est comme ça qu'on détectera suffisamment tôt des transmissions, des réamorces de transmission virale. Donc, je crois que le dispositif, il est intéressant, mais évidemment, on peut le compléter, nous, dans nos territoires, par des initiatives territoriales, départementales. C'est le cas dans les EHPAD. Brigitte, vous avez donné l'exemple et vous voyez le travail maintenant mené dans les EHPAD avec une double action. On cherche le virus, mais on cherche les anticorps. Il faut faire les deux, certainement, hein, et de façon répétée, par définition. J'y reviendrai peut-être. Donc, on mène ces actions aussi par des initiatives départementales, municipales, et il faut combiner les actions. Ne pensons pas, sortons de l'ancien monde où chacun fait ce qu'il croit être bien. Aujourd'hui, mettons-nous ensemble. On doit se tenir la main. Et ma démarche de cœur, de soignant et de doyen, d'institutionnel, et c'est un peu ma mission, c'est mon rôle et c'est le sens que je donne à ça, c'est donnons-nous la main tous ensemble pour la première fois peut-être et allons dans le sens chacun à sa place. L'expert, il n'a pas à décider. L'expert, il analyse. Je suis expert de terrain, je vois des patients tous les jours, je lis tout ce qui se publie, enfin pas tout évidemment, mais beaucoup de choses, je partage avec mes collègues et je digère ces connaissances-là pour essayer main dans la main de travailler avec les collectivités, toutes les collectivités et le réseau national. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut gagner la bataille contre ce virus par des actions. En gros, c'est comme à la pêche. Hein. Vous voyez, on gagnera la bataille par un filet dont les mailles sont suffisamment petites pour capter ce virus qui est microscopique. Hein. On n'a pas besoin de mailles à la taille du virus, mais on a besoin de mailles à la taille de tous les gens qui peuvent faire des symptômes et qui peuvent être contaminants. Et je pense que le point important, je le répète, c'est d'axer les actions prioritaires sur les populations les plus fragiles. Je le répète, c'est-à-dire nos anciens, les populations malades, les populations soignantes, les populations exposées en fait au public. Si on fait ça, moi je suis assez optimiste, mais je le dis souvent, optimisme, souvent on a l'impression que l'optimisme, c'est celui qui vit dans le monde du bisounours et qui n'est pas rigoureux, qui n'a pas les pieds sur terre. On peut être optimiste, mais rigoureux.
et on n'est pas forcément rigoureux quand on est pessimiste. Donc, je pense que si on peut comprendre dans le monde qu'on espère que l'optimisme et une vision de notre société, de notre monde, de notre organisation peut être optimiste avec des valeurs partagées, mais optimiste avec de la rigueur et y mettre de la rigueur. Moi, je suis assez aujourd'hui frappé, en tout cas dans ce que je vois. Alors, j'ai regardé dans mon village, dans mon hôpital, dans la rue, je vois beaucoup de gens, jeunes, moins jeunes, de tout âge, qui portent le masque, qui font attention. Je trouve que, et c'est un message important, et je pense qu'il faut l'utiliser, ce message. On doit être fiers de notre société, de nos citoyens. Il faut leur dire, il ne faut pas tout le temps taguer les choses en disant vous faites mal, vous faites pas bien, vous n'écoutez pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, la majorité, qui font bien et qui ont envie de bien faire. Et dans la pédagogie qu'on doit développer, dans cet accompagnement territorial, il y a aussi une pédagogie de dire regardez les chiffres, regardez, on fait bien, voilà, ça marche. Et je suis sûr que si on fait ça, on peut s'en sortir sans une deuxième vague qui reviendrait au niveau de la première. Évidemment, un expert n'est pas un devin, et surtout pas, hein, et l'expert n'a pas de conviction. Je ne donne jamais ma conviction profonde parce qu'on s'en fout au fond. C'est pas ça qui compte, c'est ce que je sais et ce que je ne sais pas. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on aura la chance de ne pas avoir de deuxième vague qui encombre à nouveau le système de santé, ce qui serait franchement très compliqué à vivre. Je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, que si on travaille main dans la main, si on se serre les coudes, si on applique les mesures barrières, si on fait preuve de générosité, de pédagogie, je suis certain qu'on peut y arriver ensemble. Et même en Alsace, qui est malheureusement voilà, une zone à haut risque par définition, puisque le virus a beaucoup circulé chez nous, notre région ne peut être qu'à haut risque par définition. Donc attention chez nous, mais je sais que je l'ai déjà raconté à plusieurs reprises, les Alsaciens ont une capacité, l'histoire l'a montré, de résilience. On a ça dans notre ADN. On a vécu plein de choses. Et depuis des siècles, on est à un carrefour de l'Europe, une zone où il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de choses difficiles. Je suis sûr, puisqu'on se parle entre nous aujourd'hui, et on a la capacité de générosité, de collaboration et de résilience collective aussi, parce que quelque part, il y a un peu de résilience. On ne peut plus vivre comme avant. Et je suis le premier peiné de ne pas prendre… Alors, je pense que je prendrai mon papa dans mes bras ce soir pour lui faire la bise quand même. Et voilà, et sans masque, évidemment, mais voilà, et ça nous peine évidemment on a besoin aussi de ce lien social, on a besoin de ces manifestations-là, on a besoin de vivre. On ne pourra pas vivre toute la vie avec des masques, c'est sûr. On ne pourra pas vivre toute la vie sans voyager. On ne pourra pas vivre toute la vie sans retrouver le bonheur de l'échange, des restaurants, des commerces, etc. Il faut qu'on retrouve un moment dans ce sens-là, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je rappelle qu'on est déconfiné que depuis 4 jours. Donc, pour l'instant, le message est on va se battre ensemble pour éliminer ce virus. S'il reste endémique, on verra. Et c'est la dernière partie, je l'ai évoqué avec vous. C'est très brièvement, c'est thérapeutique et vaccin. On verra. Mais pour l'instant, on serre les coudes. Dernier point très rapide, c'est où on en est sur les traitements et les vaccins. Pour être clair, aujourd'hui, pas de traitement démontré efficace, mais 2 grandes pistes. La piste des traitements antiviraux. Il y a plein de pistes. Il y a des centaines et des centaines d'études en cours avec des vieux médicaments qu'on connaît déjà et des nouveaux médicaments qu'on est en train de découvrir. Vous comprenez bien que les travaux sur les anciens médicaments, ça va vite parce qu'ils sont déjà à disposition. On peut les tester, mais vite, ce n'est pas n'importe comment. On l'a dit souvent, attention à ne pas passer de faux messages sur des anciens médicaments en disant comme ils existent, il faut les utiliser. Le problème, c'est qu'il y en a des centaines. Alors, pourquoi l'un et pas l'autre ? Je prends simplement, vous savez, 3 exemples qui sont finalement comparables. C'est un peu technique, mais je me permets quand même cette chose technique. L'hydroxychloroquine dont on parle beaucoup, la chlorpromazine qui est le largactyle qu'on donne comme psychotrope à des patients avec des problèmes psychiatriques et l'ivermectine qui est un antiparasitaire, c'est 3 médicaments qui n'ont rien à voir. Et bien, tous les 3 ont une activité antivirale à peu près comparable. Alors, pourquoi est-ce qu'on donnerait l'un et pas l'autre et pourquoi pas les 3 ensemble? Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, même avec les anciens médicaments, on a besoin de preuves parce qu'on a des malades à soigner derrière. Et je comprends le concept de je ne fais pas de recherche, mais je soigne. Mais soigner, c'est un engagement en essayant de préserver nos patients, puisque dans chaque thérapeutique qu'on prescrit, il y a un bénéfice et un risque. Et moi, je ne veux pas exposer mes malades à un risque que je connais ou que je ne connais pas s'il n'y a pas de bénéfice en regard. Voilà. Donc, l'attitude est simple. Aujourd'hui, testons les médicaments. Allons le plus vite possible, mais il faut un temps. Le temps
de l'attente citoyenne et du patient, elle est compréhensible et elle est ultra courte, mais le temps de la démonstration, il est un petit peu plus long. On a gagné des mois déjà sur la démonstration, mais il faut continuer dans cette voie-là. Les traitements des formes graves évoluent beaucoup. Les traitements de ces malades qui arrivent à l'hôpital en réanimation, ces formes, vous savez, hyper-inflammatoires, puisque chez 10 à 15% des malades infectés par le Covid-19, vous avez une explosion inflammatoire, ce qu'on appelle l'orage inflammatoire, et on ne sait d'ailleurs pas très bien pourquoi les gens font cet orage inflammatoire. On sait qu'il est plus fréquent avec l'âge, il est plus fréquent avec l'obésité, il est plus fréquent dans certaines circonstances cliniques qu'on est en train de découvrir. Donc, on est en train de comprendre en fait cette population qui est la plus grave et imaginer qu'on trouve des traitements pour éviter ces 10 à 15% de formes graves, ben on aura quasiment gagné la bataille contre le virus parce que voilà, s'il n'y a plus ces patients, si on sait les traiter et les contrôler, ça sera presque gagné. Le virus pourra continuer à circuler, mais on n'aura plus cet encombrement du système de santé dramatique où il faut parfois, malheureusement, il faudrait malheureusement faire des choix pour aller en réanimation, ce que je n'espère pas. Voilà, donc on travaille beaucoup là-dessus. Il y a des travaux alsaciens là-dessus. On est très impliqués parce que c'est un domaine, Brigitte connaît bien notre domaine de prédilection, qui sont les maladies inflammatoires et les traitements immunomodulateurs. Donc on est très, très en pointe là-dessus. On essaie de contribuer à l'effort national et international. J'espère qu'on apportera des choses. Dernier sujet, c'est les vaccins. Donc, on en a beaucoup parlé depuis 48 heures. Sachez qu'aujourd'hui, il y a déjà 8 ou 9 vaccins en phase d'études cliniques chez l'homme, ce qu'on appelle en phase 3. Chez l'homme, il y a 4 phases. Chez l'homme, pour un médicament en vaccin, il y a 4 phases. 1, 2, 3, 4. On est déjà en phase 3 pour 8 vaccins. C'est-à-dire qu'on est en train de tester sur les hommes déjà 8 vaccins. Il y en a encore plus de, j'ai regardé hier soir, plus de 100 autres vaccins en évaluation. Il y en a 3 en France à l'Institut Pasteur et il y en a dans les entreprises évidemment françaises en développement, en études. Mais là, il faut être assez humble. Première chose, on n'est pas certain encore qu'on puisse faire un vaccin efficace et bien toléré. C'est vraisemblable, mais ça n'est pas certain. L'OMS d'ailleurs l'a rappelé. C'est quand même vraisemblable. Mais je rappelle quand même qu'il y a des épidémies virales contre lesquelles on n'a jamais pu faire de vaccin. Vous savez très bien, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de vaccin dans le sida, qui tue encore, vous savez, le sida qui a tué entre 50 et 80 millions de personnes dans le monde depuis le début de l'épidémie. Donc, n'oublions pas non plus nos autres ennemis. Hein. Il y a d'autres ennemis que le Covid, mais c'en est un, il n'y a toujours pas de vaccin. Et l'hépatite C, je vous le rappelle, dont on a payé un lourd tribut quand même pendant des années, il n'y a jamais eu de vaccin. Heureusement, on a découvert des traitements antiviraux qui guérissent les malades aujourd'hui, mais il n'y a jamais eu de vaccin. Donc, il y a des histoires virales où on ne trouve pas de vaccin, mais ce sont surtout des virus chroniques. Là, c'est un virus aigu, respiratoire aigu, donc il y a de bonnes chances qu'on découvre un vaccin. Sachant que ce virus mute probablement assez peu, on a de bonnes chances que ce vaccin soit suffisamment stable et efficace pour protéger les populations. Mais il ne faut rien attendre avant 2021. Très raisonnablement, c'est 12 à 18 mois et je crois qu'il faut être très raisonnable. Un vaccin, ça s'étudie, il faut que ça soit efficace, il faut que ça soit bien toléré. On ne fait pas les choses n'importe comment et je crois que ça a été largement répété. On n'aura pas de vaccin avant début 2021, sauf magnifique surprise, mais franchement, je suis très étonné. Et tant mieux, alors, tant mieux. Si j'ai tort, tant mieux. Mais je crois qu'il faudra certainement attendre 2021 et j'espère que ce vaccin permettra de traiter nos populations et à ce moment-là, clairement, de régler le compte de cet affreux virus qui disparaîtra à ce moment-là dans nos populations. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce troisième élément. Et évidemment, pour conclure, vous avez compris que la situation à venir, elle est incertaine, je le répète en conclusion, parce qu'on ne connaît pas bien encore l'histoire totale de ce virus et de la réponse immunitaire qu'il induit chez les humains. 2, les mesures barrières, on ne sait pas très bien comment elles seront appliquées par nos populations, mais j'étais très optimiste, mais il y a une incertitude sociologique sur l'application de ces mesures barrières. J'espère qu'on fera ce qu'on est en train de faire et qu'on tiendra le coup, mais ce n'est pas certain. Donc, c'est une variable incertaine quand même. Et 3, c'est la fameuse, j'aime bien le terme, sérendipité de la découverte de mesures thérapeutiques, vaccinales, mais aussi de découvertes médicales. C'est la sérendipité, c'est-à-dire l'incertitude de ces découvertes médicales, conditionne évidemment l'histoire de l'épidémie. Si demain, dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines, on a un antiviral efficace, magnifiquement efficace, si on a des traitements immunomodulateurs qui empêchent l'orage inflammatoire chez les plus graves, eh bien, évidemment que l'histoire ne sera pas la même. Donc ça, c'est en cours. On guette. On pourra faire un point de route dans quelques semaines
refaire un point de route. Aujourd'hui, on n'a pas ces choses-là, mais on les attend et on les attend avec un optimisme parce qu'il y a un engagement des médecins, des scientifiques comme jamais, hein, justifié et légitime. Donc, on peut être optimiste sur ce troisième. Voilà. Merci Brigitte, merci à tous. Hein. J'espère que je vous ai fait un résumé le plus complet, le plus simple possible d'une actualité qui est très riche puisqu'il y a eu plus de 10 000 publications scientifiques, hein, pas dans Paris Match et dans l'Alsace ou dans les DNA, mais dans les revues scientifiques, plus de 10 000 publications depuis le début de l'année, ce qui montre l'engagement massif hein, de la science mondiale pour essayer de résoudre cette énorme épine qu'on a dans le pied et que j'espère on pourra retirer dans les mois à venir. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Grand merci, Monsieur le doyen, cher Jean, de nous avoir partagé ces connaissances. On a envie de vous applaudir, en effet, parce que vous le faites comme d'habitude avec grande modestie et beaucoup, beaucoup d'humilité. Merci à vous. Merci aussi d'avoir rappelé cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place, et plus particulièrement en Alsace, et je crois pouvoir dire plus particulièrement dans le Haut-Rhin, où nous étions et nous continuons à être tous solidaires, services de l'État, collectivités, médecins, soignants, chefs d'entreprise, associations, citoyens. Comme vous le dites, il ne faut pas oublier, il faut que cette solidarité perdure parce que c'est tous ensemble qu'on arrivera à vaincre ce fléau. Merci aussi d'avoir évoqué l'Europe de la santé. Comme vous, je pense, je suis très triste de la fermeture des frontières avec nos voisins. J'essaie de retenir ce qui s'est fait de positif, voire même de très positif en matière de coopération transfrontalière, parce que la coopération transfrontalière, vous l'avez évoqué, a permis de sauver des vies, hein, il faut bien le dire, et il faut qu'après la crise, on s'en souvienne aussi et qu'on continue à travailler et à développer encore le travail avec nos voisins dans le domaine du sanitaire. D'ailleurs, je pense vraiment que la collectivité européenne d'Alsace aura un rôle à jouer, puisque nous aurons un rôle à jouer, c'est la loi qui nous le dit, dans le schéma sanitaire transfrontalier. Et l'expérience montre que l'Alsace était l'échelle pertinente dans la gestion de la crise. Et demain, la politique sanitaire, tant à l'échelle de l'État que des collectivités, eh bien, doit, je pense, être appréhendée à l'échelle de l'Alsace. Et la collectivité européenne d'Alsace devra avoir des compétences en la matière. Je ne veux pas être plus longue, j'ouvre tout de suite les questions à mes collègues et je vois qu'Éric Stroman a une question. Éric Stroman. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Professeur, Monsieur le Doyen. Je partage votre optimisme. Je pense que pendant cette période, il faut éviter de s'enfermer dans une vision pessimiste. Je partage aussi votre idée qu'il ne faut pas rentrer dans un phénomène de revanche, mais quand même pour le Haut-Rhin, il faudra s'interroger sur ce qui s'est passé. On a quand même, je crois, 1400 morts dans notre département. Il s'est passé quelque chose au début de la pandémie qui a échappé notamment à notre organisation administrative. Et je crois qu'il faudra se pencher sur cette question, et notamment du dysfonctionnement, c'est clair, de l'ARS. Avec la question des masques barrières, je partage complètement votre analyse. Et là, c'est un problème occidental. Au départ, on considérait que c'était un petit peu du folklore asiatique que de porter ces masques. Et ça a même imprégné un peu le personnel politique français. Et le doute aujourd'hui, enfin en tout cas les Français ont un doute par rapport au discours politique. Ça tient aussi au discours qui a été tenu par rapport à l'utilité de ces masques. Hein. Je crois qu'il faut jouer au maximum la transparence, c'est ce que vous faites, et expliquer scientifiquement ce qui se déroule devant nous. Alors depuis quelques jours, je vois à Colmar, les laboratoires proposent des tests de sérologie. Et les gens s'y rendent, ils ne sont pas remboursés, ils payent 40 € et ils se font tester. Et autour de moi, puisque je suis très présent à Colmar, autour de moi, les gens sont très souvent étonnés par les résultats. Vous avez madame qui était alitée pendant 3 semaines, qui avait de toute évidence le Covid sans avoir été testée, en tout cas tous les symptômes. Elle est confinée pendant toute cette période avec son mari. Les deux se font tester. Madame est positive, là, à l'IgG M, je crois, ou G, pardon, et monsieur est négatif. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui. Et alors, ce n'est pas des situations isolées, et il y a des gens également qui étaient positifs au test initial
et qui se retrouvent aujourd'hui dans ces tests de sérologie comme négatives. Alors, est-ce que ces tests présentent réellement un intérêt, ou alors est-ce que tout simplement qu'au bout de 2 ou 3 mois ou 2 mois, pour certains qui ont été contaminés il y a 2 mois, est-ce que la protection, en tout cas la sérologie, commence à disparaître tout simplement, et qu'il y a éventuellement un risque de rechute à cet égard? Merci à vous. Oui, merci. Excellente question qui est un peu technique, mais je pense elle est incontournable dans le contexte actuel, hein, parce que, évidemment, surtout dans notre région, j'appelle région, pardon, hein, je fais un abus de langage, hein, mais dans notre Alsace, hein, comme ça j'éviterai voilà, la confusion, mais en tout cas en Alsace, dans la région de l'épicentre de l'épidémie, hein, donc au Rhin-Bas-Rhin et au-delà, en Moselle aussi, hein, l'épidémie a touché ces territoires. On a clairement besoin de savoir à un moment donné si les symptômes qu'on a ressentis entre janvier et avril étaient bien liés à l'infection par le Covid. Alors, une explication simple, le plus simple possible, c'est que pour savoir si on a été en contact avec le virus, il y a la seule manière simple aujourd'hui, c'est de rechercher des anticorps contre le virus par des tests qu'on appelle les tests sérologiques. Alors, c'est très intéressant parce que ça ne présume pas des symptômes que vous avez faits. Or, le Covid, plus peut-être que d'autres virus respiratoires, peut ne se manifester par aucun symptôme ou que des tout petits symptômes, en particulier chez les gens jeunes et a fortiori chez les enfants. Donc, vous avez été en contact avec le virus, vous avez fait rien du tout, ou parfois 24 heures de maux de tête, un peu de frisson, vous voyez ce qu'on fait dans une grippe, et pourtant vous avez été en contact. Alors, il y a plein de gens qui ont eu des symptômes dans les 3 derniers mois. Mais ça, c'est normal. C'est la période hivernale. Vous savez que dans cette période hivernale, le syndrome grippal est une banalité absolue. Donc, c'est mon premier élément de réponse, c'est que beaucoup de gens ont eu des symptômes pendant cette période-là, des symptômes, on dit peu spécifiques, hein, c'est-à-dire mal à la tête, de la fièvre, des douleurs, etc. Mais c'est des symptômes qu'on peut voir avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de virus, et pas que le Covid-19. Donc, la première explication, évidemment, c'est que tous ces gens qui se sont sentis malades un petit peu pendant cette période-là, ils n'ont pas eu de Covid, ils ont eu autre chose. Donc ça, c'est une explication. La deuxième explication, donc on ne trouve pas d'anticorps contre le Covid. La deuxième explication, elle est plus technique, c'est que les tests sérologiques qu'on utilise aujourd'hui n'ont pas une sensibilité absolue. Ils n'ont pas de sensibilité absolue, c'est-à-dire on estime la sensibilité entre 85 et 90%. Ça veut dire que même si vous avez été infecté par le Covid, si la sensibilité n'est que de 85 à 90%, il y a 10 à 15% de chances que le test ne soit pas capable de détecter les anticorps, pour des raisons purement techniques, si vous voulez. Donc ça, c'est une deuxième explication. La troisième explication, on est en train de l'affiner, c'est que la réponse immunitaire de chacun est différente. Et on a observé notamment que les sujets qui ont fait peu de symptômes, ou pas de symptômes, mais qui ont eu un virus frotté avec le test positif, donc ça a été démontré à Shanghai et dans une ou deux autres études, vous avez le virus, vous êtes certain, mais quand on regarde la réponse anticorps à 2-3 semaines, il ne faut pas regarder avant, parce que les anticorps mettent 2-3 semaines à apparaître, c'est aussi un élément d'explication important, mais si vous regardez à la bonne période, 2-3 semaines après, eh bien, vous n'avez pas fait d'anticorps détectables. Et effectivement, il y a 30% de gens jeunes qui ont fait des formes minimes, qui ne développent pas d'anticorps, on ne sait pas pourquoi. Mais, dernier commentaire, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait de réponse immunitaire. Donc, on est en train d'étudier dans les familles exactement ce que vous décrivez. Dans les familles, un membre a fait un Covid certain avec un test un PCR positif et un test sérologique positif, et les autres n'ont pas fait, mais ont eu des symptômes. Et on regarde les anticorps, ils n'en ont pas. Donc, on essaie de voir si ces gens-là ont quand même une autre réponse immunitaire, et on est en train de voir que ces gens, s'ils n'ont pas d'anticorps, ils ont quand même une réponse immunitaire différente contre le virus. Mais ça n'est que de la recherche aujourd'hui. C'est une analyse de recherche. Il n'y a pas de test encore dans les laboratoires. Je finis en vous disant que, évidemment, les tests faits dans les laboratoires aujourd'hui sont non remboursés, mais que l'HAS, la Haute Autorité de Santé, a promis sous 8 ou 10 jours de donner des recommandations sur les tests rapides faits par les laboratoires de ville et de donner des recommandations de validation de ces tests et donc d'accorder le remboursement. Donc, on aura assez rapidement une recommandation nationale après comparaison de tous les tests, des bons tests, des moins bons et d'un remboursement de certains sur prescription médicale. Il faudra le faire sur prescription médicale. Donc, on aura évidemment très rapidement maintenant des éléments supplémentaires et on pourra peut-être mieux utiliser les tests qu'on ne le fait aujourd'hui.
Merci, professeur. Merci beaucoup. Nous avons encore Madame Valla qui aura une question à vous poser. Marie-France Valla. Oui, oui, merci beaucoup Brigitte. Merci beaucoup professeur Sibilia pour votre exposé qui a été tout à fait clair et qui a bien détaillé les mesures barrières à respecter. Je voudrais vous demander, à titre personnel, mais je pense que ça intéresse beaucoup de monde aujourd'hui, quid du comportement en famille lorsqu'effectivement il y a des personnes qui sont en proximité, des soignants, mais encore toutes les autres personnes qui sont à proximité de malades, que faire? Et pour moi, c'est une inquiétude personnelle, mais je pense qu'elle doit être partagée avec beaucoup d'autres personnes. Et que fait-on aujourd'hui? Nous sommes souvent dans la tranche d'âge des personnes fragiles, au-delà de 60 ans. Que fait-on dans le milieu familial? Comment respecte-t-on ces mesures barrières? Qu'est-ce que c'est un porteur sain? Est-ce que finalement un soignant ou une personne qui est en contact avec les malades peut être un porteur sain et transmettre le virus sans en être lui-même conscient? Voilà. Enfin, je trouve que autant dans l'espace public, on peut respecter facilement ou au moins relativement facilement les consignes, autant dans le cercle familial, ça devient beaucoup restreint, en particulier, ça devient plus compliqué. Donc, j'apprécierais beaucoup d'avoir des conseils dans ce domaine. Merci beaucoup. Oui, c'est une très bonne question. Jean, si vous permettez, comme il y a encore d'autres questions, on va peut-être toutes les prendre pour les regrouper. Oui, ok, d'accord. Comme ça, on peut les regrouper peut-être. Ok. Pour pouvoir vous libérer au plus vite. C'est une très bonne question sur la protection intrafamiliale. Vous avez raison. Ok. Alors, il y a Madame Fatima Yen et Madame Karine Pagliarulo qui ont des questions. Merci Madame la Présidente, bonjour au professeur et puis pour cet exposé fort intéressant. Écoutez, mes deux questions sont vraiment directes. Est-ce que les personnes qui ont déjà eu le Covid-19 peuvent encore l'avoir? Et la deuxième question, pour la ville de Mulhouse, est-ce que vous avez par exemple connaissance des nombres de cas nouveaux donc de Covid récemment, après le déconfinement? Merci beaucoup. Merci. Madame Pagliarulo. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour professeur, merci pour ce très bel exposé et cette belle leçon aussi pour nous permettre à tous d'être sur la même lignée. Juste deux interrogations. Moi, j'ai remarqué, vous l'avez souligné, la solidarité territoriale et surtout les fameux hôpitaux de proximité qui ont vraiment joué leur jeu dans cette crise et qui ont pu aussi aider nos concitoyens dans la proximité. Juste une question qui concerne les enfants, parce que vous ne l'avez pas évoqué à l'heure où les écoles réouvrent et où beaucoup d'interrogations viennent autour de cette population où les moins de 6 ans, on le sait, ne peuvent pas porter de masque. Quel est votre avis à ce sujet? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux parents pour peut-être les accompagner dans cette dynamique vers le scolaire, qui est quand même importante aussi, on l'a compris. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on a pris toutes les questions. Je vérifie. Professeur Sibilia. Alors, trois excellentes questions. On va les prendre dans l'ordre. Un, sur la protection familiale. C'est une vraie question très compliquée, je trouve, qui a été assez peu débattue. En d'autres termes, en famille, on est proche. En famille, il est très compliqué d'appliquer des mesures barrières. On ne mange pas avec le masque le soir autour de la table, par définition. Donc, c'est assez compliqué et ça, dans toutes circonstances. Et comme vous le rappeliez, on a des sujets asymptomatiques qui portent le virus et qui peuvent être contagieux, c'est démontré. Mais on sait aussi, et c'est une particularité malheureusement du Covid, qu'on est contagieux avant d'être malade. Ce qui n'est pas le cas avec la grippe, par exemple. On ne devient contagieux que quand on commence à avoir la fièvre et les premiers symptômes. Donc, le problème, et on est contagieux 1 à 3 jours avant le début des symptômes. Donc, en fait, il y a des tas de situations où on a l'impression que la vie est tout à fait normale, mais qu'il y a au sein de la famille quelqu'un qui peut porter le virus, je le répète, soit avant les symptômes, soit parce qu'il est porteur asymptomatique. Donc, ça pose un vrai problème dans les familles. Alors, que faire? Je n'ai pas de solution miracle, et je ne parle pas de la situation où un membre infecté d'une famille est confiné en intrafamilial, puisque vous savez, comme l'a dit le Premier ministre, si un sujet est dépisté
positif, il peut choisir d'être ou à l'hôtel ou en famille. Mais je n'ai pas bien compris, et je ne suis pas le seul, et il faut qu'on en débatte. À ce moment-là, est-ce qu'il est confiné en famille? Est-ce qu'à ce moment-là, toute la famille est considérée comme confinée pendant la même période, décalée de quelques jours, de fait, puisque la contamination peut se faire? Ça devient un truc très compliqué à gérer. Ou est-ce que la famille qui vit avec le contaminé est susceptible de sortir? Et je pense que c'est une vraie question extrêmement difficile. Donc, voilà, poser une question difficile. Alors moi, les conseils, c'est des conseils d'hygiène de base pour limiter les choses. C'est quand on rentre à la maison, a fortiori quand on est dans une famille où il y a un soignant, il faut ôter ses chaussures. Il faut immédiatement se laver les mains, voire déjà, moi je le fais, je me mets du gel hydroalcoolique quand je sors de ma voiture, parce que j'imagine peut-être que j'ai mis du virus sur le volant. Alors il ne perdurera pas, mais il est peut-être là. Je sors de la voiture, je me lave bien les mains au gel hydroalcoolique avant de rentrer chez moi, j'ôte mes chaussures, et encore aujourd'hui, je me déshabille, voilà, je me change, évidemment en mettant une tenue de maison, de soirée, en ayant pris, je le fais encore aujourd'hui, en ayant pris une douche pour se laver les cheveux. Donc, alors c'est bien, c'est des mesures d'hygiène, mais on est soignant, donc moi je suis soignant. Mais ces mesures-là, elles peuvent être transposées à la vie intrafamiliale. Toutes mesures d'hygiène que vous pouvez prendre sont bonnes. Après, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà, c'est-à-dire le soir avant de se coucher? Est-ce qu'on se fait une petite bise? Est-ce qu'on se serre dans les bras? Est-ce qu'on met un main? Je crois qu'il faut continuer à vivre. Il ne faut surtout pas être dans une psychose hypocondriaque permanente, de ne plus se regarder, de ne plus se toucher, d'avoir peur de l'autre. Il faut arriver à vivre, mais le fait de se laver les mains, de faire très attention, d'éviter des éléments contaminants venant de l'extérieur, c'est déjà une bonne chose. Si on fait déjà tout ça, je pense que ça sera bien, et vous pourrez continuer à vous prendre dans les bras et à vous faire un petit bisou le soir. Mais voilà, il n'y a pas de mesure absolument idéale. Deuxième question, très bonne question. J'ai fait un Covid, est-ce que je peux refaire un Covid? La réponse est non. Aujourd'hui, rien ne permet de dire qu'on peut rechuter du Covid dans les semaines ou les mois qui suivent. Il n'y a aucune observation de rechute où vous réattrapez le Covid. Ça, c'est un élément extrêmement intéressant. Ça veut dire que, toute chose égale par ailleurs, quand on a fait une réponse immunitaire contre le Covid, on la garde au moins quelques semaines, quelques mois. Je ne sais pas si on la gardera des années, mais on la garde quelques mois au moins. Et ça a été parfaitement démontré sur des expériences chez les singes. On a un article scientifique très intéressant où des singes ont été infectés, ont fait une réponse immunitaire au Covid, et les expérimentateurs essayent de les réinfecter au Covid et n'y arrivent pas. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Donc aujourd'hui, on peut penser qu'il n'y a pas de rechute possible du Covid, en tout cas aucune démonstration. Et évidemment, on surveille ça de très près. On verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais c'est plutôt une donnée rassurante. Dernière question, évidemment, c'est sur les enfants. Question très importante parce que l'école a repris partiellement. On a appris beaucoup de choses sur les enfants. Ça, c'est très intéressant puisqu'on pensait que, comme dans la grippe, que les enfants étaient un réservoir et un réservoir de contagion majeure du virus. C'est vrai pour la grippe, ça n'est pas vrai pour Covid. Mais attention, ne basculons pas le message. Les enfants sont porteurs du virus. Ils peuvent être porteurs, mais deux considérations importantes. Ils portent le virus probablement de façon un peu moins importante que les adultes. Donc, ils sont à l'évidence moins contagieux que les adultes. Ça, c'est un point très important. Mais moins contagieux ne veut pas dire pas contagieux. Donc, attention. Donc, ça veut dire que quand vous regroupez les enfants dans le bac à sable à l'école, il faut faire quand même attention parce que c'est des regroupements collectifs. Donc, les enfants peuvent se contaminer quand même et contaminer les adultes. Mais c'est beaucoup plus rare que dans l'autre sens. Ce qu'on a observé plutôt aujourd'hui, ce sont les adultes qui contaminent les enfants plutôt que les enfants qui contaminent. Mais l'autre sens est possible aussi. Donc, attention, mais ils sont très peu contagieux. Et deuxième chose, je peux vous le confirmer, malgré les messages qu'on entend, les enfants font très, très, très peu de symptômes et très, très rarement des formes graves. Il y en a, mais c'est exceptionnel. Mais malheureusement, il y en a, mais c'est vraiment exceptionnel pour être rassuré. Donc, ces deux éléments, je pense qu'ils sont très clairs. On n'a pas répondu à toutes les questions encore. Les enfants font-ils des anticorps? Combien de temps portent-ils le virus? Portent-ils le virus plutôt dans les selles que dans les voies respiratoires? Il y a des tas de questions qui vont se résoudre, mais globalement, ils sont peu contagieux et ils sont vraiment à peu de risque de forme grave. Ça, c'est plutôt rassurant. Donc, je crois que, poser la question, que l'expérience qu'on va mener là pendant quelques semaines de l'école avant les vacances, elle est intéressante.
il vaut mieux, ça je crois, moi j'y crois vraiment profondément, il vaut mieux tester le modèle maintenant dans des conditions de sécurité maximale pour être prêt en septembre. Parce qu'en septembre, la situation ne sera plus la même. Donc on a besoin, tous les renseignements qu'on peut obtenir dans un retour à la vie sociale et la vie scolaire pendant le mois de mai, le mois de juin, nous sera très très utile à tous pour savoir ce qu'il faut faire en septembre. Imaginez que l'on fasse rien maintenant. Moi, je ne sais pas comment il faut ouvrir en septembre. Médicalement, médicalement, je ne sais pas. Alors, on apprendra des choses dans l'intervalle. Il y aura peut-être une deuxième vague ou pas. On apprendra des trucs. Mais c'est quand même très intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui pendant ces quelques semaines avant les vacances, les grandes vacances. Et on ouvrira mieux les écoles en septembre avec plus de sécurité, moins d'inquiétude peut-être, je l'espère, on verra, et des mesures qui seront des mesures probablement adaptées à la période de la rentrée. Donc, je crois que c'est important. Vous m'avez posé une dernière question, j'ai oublié, mais je l'avais noté. Vous me demandez le taux de recirculation du virus en Alsace et à Mulhouse. Je ne l'ai pas précisément parce qu'il faut le regarder jour par jour. Pour l'instant, les remontées de terrain, c'est qu'il y a toujours des infections Covid qui arrivent aux urgences. Il y en a toujours de détectées chaque jour. Donc, il n'y a pas d'extinction de la diffusion du virus. Il y a toujours du passage interhumain de virus. Ça incite quand même à la rigueur. Je l'ai dit, optimiser rigueur, c'est sali, mais il faut être très rigoureux. Le virus circule encore dans notre Alsace, aussi bien dans le Rhin que dans le Bas-Rhin. Donc, l'épidémie n'est pas finie. Et vous avez posé la question, évidemment, j'avais oublié d'en parler, mais des recommandations qu'il faudra prendre et proposer à l'issue de l'analyse de tout ça, parce qu'effectivement, le Haut-Rhin a été touché de façon incroyable. Il y a eu la Lombardie, il y a eu le Haut-Rhin, il y a eu quelques régions en Europe, il n'y en a pas beaucoup, quand vous regardez les choses. Alors, l'Angleterre est à part, évidemment, et puis il y a des régions où il n'y a rien eu, évidemment. On aura besoin d'une compréhension de cette hétérogénéité. Ça, c'est quand même très particulier. Il y a des choses quand même qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre. Il y a des pays comme la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie, où il n'y a quasiment rien eu. En Slovaquie, il y a eu 20 morts. Vous vous rendez compte ? Et il y en a 1400 ou 1500 sur le seul département du Haut-Rhin. Donc, il y a certainement, mais dans une approche médico-scientifique, pas du tout dans une approche de revendication revancharde, mais dans une analyse médico-scientifique et épidémiologique, je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne pourquoi cet écart gigantesque quand même d'épidémie. Ça, il faut absolument qu'on le comprenne. On a des indices, mais il faudra qu'on l'analyse de façon détaillée. Je ne suis pas épidémiologiste, ce n'est pas moi qui le ferai, mais il y a des gens qui y travailleront, évidemment. J'espère que j'ai répondu à tout. Voilà. Merci, monsieur le professeur. Si vous avez encore 2 minutes, il y a une toute dernière question. Notre collègue, Madame Groff, a la parole. Bernadette Groff. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Professeur de nous accorder de votre temps. 2 petites questions. Dans un premier temps, le sérum, vous parliez du sérum pour traiter les patients. Ce sérum a été utilisé dès le départ chez nos voisins suisses, entre autres. Chez nous, il me semble que non. Et deuxièmement, que pensez-vous de la polémique Sanofi? Oui, Sanofi, pardon, Sanofi. avec cette production de proximité qui pourrait se faire chez nous Bien sûr. et la polémique surtout. Merci Monsieur le Professeur. Alors, sur la polémique, moi, je vais être très clair. Cette polémique, elle n'est pas entendable. Enfin, je pense que là, c'est une décision éminemment politique que les politiques prendront. Ce n'est pas une décision médicale. Enfin, la position du médecin, elle est extrêmement simple. S'il y a un vaccin, il doit être accessible pour tous, mais à l'évidence, et pas pour un seul pays, et pas pour une seule population. Et il doit être accessible en priorité, gratuitement, pour les plus précaires et les plus fragiles. Enfin, il n'y a aucune discussion médicale possible. Enfin, là, c'est la ligne, pas jaune, mais c'est la ligne rouge. Ça ne se discute même pas. Enfin, cette discussion, elle n'est pas entendable. Enfin, je pense que Brigitte partagera certainement mon point de vue. On ne peut pas entendre cette discussion-là. Et là, de toute façon, ce n'est pas les experts, ce n'est pas nous qui avons la main. Notre réponse, elle est très claire et je pense qu'elle sera absolument unanime. Après, c'est une discussion qui est éminemment politique et je pense que les politiques entendront ce message. Donc, j'ai répondu à ça. Et la question de la plus technique de ce qu'on appelle la sérothérapie, c'est-à-dire donner des anticorps de convalescents à des gens malades, est une vieille technique d'ailleurs. Il faut rappeler que ça a été utilisé par les élèves de Pasteur à l'époque de la diphtérie. Donc, vous voyez, il y a bien longtemps et à l'époque, on ne connaissait même pas les anticorps. On ne savait pas ce qu'on faisait, mais on donnait déjà du sérum de convalescents à des gens malades et on a sauvé notamment Charles Nicolle, qui a sauvé, était très célèbre pour ces approches-là.
Donc, c'est des vieilles approches, mais en fait, il faut les valider quand même. Hein. On peut pas, vous savez, on ne pompe pas du sérum du sang d'un malade et on le donne à l'autre, hein, parce qu'on ne peut pas donner le sang de quelqu'un à n'importe qui. Il y a des compatibilités, hein, ne serait-ce que liées au groupe sanguin, à d'autres choses, qui fait que les anticorps qu'on prélève, on doit les purifier, on doit les préparer et on doit vérifier qu'on ne fait pas de bêtises. Hein. Donc, ça a été fait. Il y a plusieurs centaines, même milliers, je crois maintenant, de gens dans le monde qui ont été traités par ça. Ça marche. C'est pas une baguette magique, mais c'est très intéressant. Ça a permis clairement de réduire la mortalité des formes graves. Alors, on a utilisé le sang des patients alsaciens prélevés dans les banques de sang, notamment de Strasbourg, parce que je sais que nos patients ont aidé à ça. Mais après, on est encore, je le rappelle, hein, on n'est pas dans l'utilisation quotidienne, hein, on est encore dans des utilisations dans le cas de protocoles thérapeutiques. Hein. Donc ça, c'est vraiment très important. Une fois que ça sera validé, la mesure pourra se diffuser. Mais merci pour la question qui est très technique, mais qui est très intéressante. Voilà, merci de tout cœur d'avoir répondu à nos questions, cher Jean Sibilia. Nos collègues étaient d'ailleurs très nombreux ce matin à participer à la séance, preuve aussi de l'intérêt qu'ils avaient à vous écouter. Merci aussi aux journalistes qui ont été avec nous ce matin. Je voudrais vous dire pour terminer, cher Jean, monsieur le doyen, combien nous sommes fiers d'avoir en Alsace des personnalités, des experts engagés comme vous. C'est vraiment une fierté pour l'Alsace. Et puis, au nom de tous les collègues, si vous le permettez, un joyeux anniversaire à votre papa. Merci de tout cœur et à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir Jean, chers collègues. Bonne journée à tous. Au revoir.